Sud Radio Sport. Double menu de Vraie Voix du Sport ce soir pour double actualité sportive. On va commencer évidemment avec du football, puisque je vous rappelle que ce soir en Ligue des Nations, après une défaite à domicile contre le Danemark et un match nul concédé en fin de match en Croatie, les Bleus se rendent en Autriche pour essayer de glaner leur première victoire. Et ensuite on parlera rugby, les barrages qui seront sur Sud Radio, les barrages intra-top 14 pour atteindre les demi-finales. Ce sera Stade Toulousain, Stade Rochelais et UBB Racing 92. Et le barrage pour monter, ce serait au cas où le Stade Montois battrait l'USAP. Ou descendre, ce serait au cas où l'USAP évidemment serait battu par le Stade Montois. Le barrage entre la top 14 et le top 14 et la Pro D2. Mais on commence par le football, puisque les Bleus jouent gros en Ligue des Nations. Ils se déplacent à Vienne pour un Autriche-France déjà décisif. La compo vient de tomber, mais on va en parler dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de Clément Pernia, co-auteur avec Jean-Baptiste Guégan de La République du foot, publié chez Amphora. Salut Clément. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On va se tutoyer, ça te pose pas de problème, comme avec Philippe Tanguero. Après on va se tutoyer dans les Vraies Voix du Sport, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire un peu le point sur cette Ligue des Nations qui a pas particulièrement bien commencé pour les Bleus. Difficile, hein, un malheureux point en 2 matchs. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faut généraliser, c'est compliqué aussi du fait du timing des matchs, du fait des dates. On arrive sur une fin de saison où les organismes des joueurs ont été éprouvés. On a des joueurs en équipe de France qui ont beaucoup joué. Je pense à Benzema, je pense à Griezmann, je pense à Mbappé. On peut voir ça sur le front offensif. Les joueurs du championnat anglais aussi nombreux, Varane, Kanté. Et on sent que les organismes sont éprouvés, que les joueurs sont fatigués. Varane dans l'organisme qui s'est blessé d'ailleurs. Voilà, c'est aussi des joueurs alors qui pour certains jouent leur avenir et qui ont tellement donné psychologiquement dans des saisons âpres qu'ils arrivent en fin de saison, bon, ils ont beaucoup témoigné. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur le manque de motivation et en même temps le fait qu'ils soient un peu carbo pour la majorité d'entre eux. Tu ajoutes à cela la rotation. Didier Deschamps a fait beaucoup tourner sur le dernier match avec des joueurs qui ont peu d'automatisme ensemble, qui n'ont pas toujours bien joué. Je pense à la charnière Saliba-Kimpembe qui n'a jamais joué ensemble. Je pense à l'attaque Nkunku Ben Yedder. C'est des joueurs qui n'ont pas d'automatisme ensemble, qui sont inexpérimentés pour jouer en Croatie face à Modric, etc. C'est difficile. Donc cette conjugaison d'éléments fait que l'équipe de France a des difficultés. Et puis je pense aussi que c'est pas une priorité tout simplement pour les Bleus. Justement, est-ce que les joueurs sont motivés pour la Ligue des Nations, sachant qu'ils sont déjà, comme tu l'as dit, justement fatigués par une saison très longue, et qu'il y a quand même une compétition, on sera d'accord, un tout petit peu plus importante entre novembre et décembre, la Coupe du Monde au Qatar? Bah bien sûr, et puis alors ça reste des pros, ils sont rigoureux, c'est des grands joueurs pour la plupart. Mais est-ce que tu penses sincèrement que Benzema, avec tout ce qu'il a vécu cette saison avec le Real Madrid, avec cette finale de Ligue des Champions, il arrive pour jouer contre l'Autriche et la Croatie et il est motivé? Faut être sérieux. C'est très mal foutu. Mbappé là qui a vécu une fin de saison incroyable avec la prolongation au PSG. Il va arriver, il va risquer sa peau là et ses vacances et sa fin de saison, sa fin d'année avec la Coupe du Monde et son début de saison avec le PSG contre un match contre l'Autriche. D'ailleurs, il s'est blessé lors du premier match. C'est des joueurs et ils ont la tête ailleurs, ils ont la tête aux vacances, ils ont la tête à leur avenir, leur futur club, leur prolongation de contrat. Moi, je pense sincèrement que c'est humain. Hein. Quelque part, c'est humain. Alors, tu vas me répondre que oui, ils sont payés des millions, qu'ils doivent être sérieux, c'est vrai, mais ça reste des humains et je pense qu'il y a une forme de je pense que c'est une forme de décomplexion. Voilà, ils ont besoin de décomplexer et de respirer en cette fin de saison. Alors justement, on va parler de la compo et on va revenir sur les 2 matchs précédents. Je la donne, elle est tombée il y a quelques minutes. Ce sera un 4-2-3-1. Il va reconduire son 4-2-3-1 aligné contre la Croatie d'après l'équipe. Donc dans les buts, Lloris, Pavard, Saliba, Konaté, Théo Hernandez en défense, Tchouaméni, Camara à la récup, Diaby, Griezmann, Coman en milieu offensif, Benzema en attaquant. Est-ce que tu es surpris par cette compo? Non, je pense qu'il fait. Alors là, pour le coup, ça complète les précédentes réponses. Je pense qu'il fait en fonction des états de forme. Je pense pas qu'on peut pas dire que ce soit du travail tactique. Là, pour le coup, Tchouaméni, Camara en milieu défensif, on peut pas dire que ce soit pour travailler en vue de la Coupe du Monde. Saliba, Konaté, on va pas se mentir, c'est la même chose. Oui. Je pense qu'il fait en fonction de l'état des troupes, l'état physique des troupes, la fraîcheur des joueurs. Les blessés. Voilà, les blessés. La preuve, Mbappé n'est pas là, Varane n'est pas là. Voilà. Je pense que s'il met Griezmann devant,
c'est aussi pour lui redonner confiance. On sait que Griezmann, il est en difficulté en ce moment. Il a l'air cramé, on va pas se mentir, mais je pense qu'il a besoin de confiance, donc il le met. Voilà, c'est une conjugaison d'éléments qui fait il fait une équipe pour, voilà, en fonction des joueurs disponibles et en fonction des états psychologiques et physiques des joueurs. Et est-ce que quelque part, cette compète, comme il n'y a plus de matchs amicaux pratiquement avec la Ligue des Nations, est-ce que c'est pas une manière de faire des tests aussi en vue de la Coupe du Monde? C'est un labo pré-Coupe du Monde, on va dire ça comme ça. Je sais. C'est plus intéressant factuellement que des matchs amicaux. Les matchs amicaux, on s'en a vu, on va pas se mentir. C'était pénible, ça coupait le championnat, on jouait contre les îles Féroé en novembre, ça intéressait personne. Tu as raison, il y a plus de motivation, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'intensité. Voilà, c'est le mot, c'est l'intensité. Donc oui, c'est bien pour faire des tests, mais en même temps, là, il y a tellement... En fait, c'est pas crédible. Ça aurait été crédible s'il y avait un rond cycle. Là, tu as cité la compo. On va pas se mentir, il y a très peu de joueurs il y a même pas la moitié des joueurs qui seront titulaires à la Coupe du Monde. Enfin, je l'ai sous les yeux, Diaby, Camara, même Tchouaméni, je pense qu'il ne le sera pas. Konaté, Saliba, enfin tous ces joueurs-là ne seront pas titulaires. Objectivement et rationnellement. Donc les tests, moi je pense que c'est plus pour donner de la confiance et pour malgré tout tenter de gagner la rencontre malgré tout. Est-ce que ce que tu as vu, alors, est-ce que l'état de l'équipe de France depuis quelques temps t'inquiète à 6 mois de la Coupe du Monde? Moins de 6 mois, c'est en novembre. Non, je pense pas. Moi, je ne tirerai pas l'enseignement de ces 3 matchs de Ligue des Nations. Bon, déjà, en plus, on a un sélectionneur qui a été là la moitié du temps pour raisons personnelles. Donc, ça a été compliqué d'un point de vue préparation pour l'équipe de France. Je ne pense pas. Je pense qu'on pourra tirer davantage d'enseignements des matchs de préparation à l'automne, en octobre-novembre. Là, je pense qu'on peut pas juger. C'est beaucoup trop tôt. Le contexte ne s'y prête pas. L'équipe de France, c'est une équipe qui marche beaucoup au mental, à la motivation, à la dimension psychologique. C'est comme ça qu'elle a gagné la Coupe du Monde en 2018. C'était pas le plus beau jeu proposé quelque part sur le terrain, mais il y avait une force de caractère inhérente à certains joueurs et aux sélectionneurs qui ont fait le succès de l'équipe de France. Et je pense que cette force n'a pas disparu. Je pense qu'elle va réapparaître à l'approche de la compétition avec des joueurs qui ont encore pris en galon, avec Benzema qui est cette fois-ci présent. Donc je suis pas inquiet, je suis pas du tout inquiet. Je pense que à voir en revanche si défensivement la France retrouve sa solidité, ce qui a fait sa force avec le titre de champion du monde. Là, c'était un peu plus fébrile en préparation. Mais pour le reste, pour tout ce qui est motivation, pour tout ce qui est solidarité, pour tout ce qui est état d'esprit, je suis pas du tout inquiet pour cette équipe de France. On a parlé de Griezmann, il est très critiqué, mais c'est un pion incontournable de l'effectif des Bleus et il sera bien évidemment au Qatar comme titulaire, sauf évidemment blessure. Bien sûr, moi je trouve ça très injuste. Je suis bien d'accord avec toi, Clément. C'est un joueur, alors non seulement, sans parler de tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France et la durée sur laquelle on a reposé sur Antoine Griezmann, mais au-delà de ça, il souffre évidemment de la comparaison avec les deux monstres, les deux meilleurs joueurs du monde, qui sont Kylian Mbappé et Karim Benzema, et qui jouent avec le Real. Donc forcément, de facto, c'est normal, il souffre de la comparaison. Et en plus, il a un rôle qui a changé, Antoine Griezmann. Il a un rôle, entre guillemets, sans être vulgaire, un peu bâtard, où il fait beaucoup d'efforts défensifs, où il travaille, c'est un peu la transition. Excuse-moi, tu me dis si je me trompe, parfois il joue 10, parfois il joue 9,5, parfois c'est le joueur qui est pas toujours positionné de la même manière. C'est le mec qui compense défensivement. C'est ça. Qui se retrouve numéro 6 même. Oui. Tu regarderas les matchs de l'équipe de France où on joue contre des grosses équipes, où on défend un peu. Griezmann, c'est pas surpris de retrouver le poste de numéro 6 parfois défensivement. Parce que c'est comme ça, c'est une sorte d'électron libre qui est là pour compenser une montée d'un éventuel attaquant, pour faire des efforts défensifs. On sait qu'Antoine Griezmann, c'est l'école Atlético Madrid, c'est l'école je défends, j'attaque et je cours partout. Il adore ça, en plus lui-même le dit en interview, il adore ça. Donc il est plus là pour marquer les buts devant, il est là pour régaler, pour compenser, pour faire les efforts et pour évidemment être décisif à l'approche de la surface. Mais ce sont les deux autres qui sont là pour briller, pour marquer. Lui est là pour... c'est un joueur de l'ombre, c'est un soldat. Alors, on appelle ça un soldat. Avant de parler de la possible, voire probable arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG dans les heures qui viennent, ton prono pour ce soir? Je vais dire un partout. Un partout? Bon allez, moi je vais dire 2-1 pour les Bleus. D'accord? T'es optimiste. Alors donc, parlons-en, on l'a dit, ça bruisse, ça crisse, et a priori, c'est de plus en plus chaud pour une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Tu as écrit plusieurs livres sur le PSG, tu es un éminent connaisseur de ce club. Est-ce que tu as des infos? Oui. Alors moi, ce que je sais,
de mes infos qui s'étaient vérifiées par le passé concernant les cas Mbappé, les cas Messi, etc. C'est que là, on est à un deal fait à 80% pour Zinedine Zidane au PSG. Ça fait des semaines que ça discute entre Doha, même pas entre le PSG, on n'est même pas au niveau du PSG. C'est au niveau de l'émir, quoi. L'émir du Qatar, les conseillers de l'émir et Zinedine Zidane. C'est pas nouveau, les deux parties sont en contact depuis très longtemps. Mais Zidane était au Real Madrid, puis après il a eu des petits soucis perso, etc. Là, ça discute, ça s'est réchauffé ces dernières semaines. Lui, il avait une priorité, c'est l'équipe de France. Une priorité, c'est l'équipe de France. Et en même temps, son conflit personnel, on sait que sa famille vit dans le sud, etc. Mais je pense qu'il s'est aussi résolu à l'idée que Deschamps pourrait poursuivre l'aventure avec l'équipe de France en cas de bon résultat à la Coupe du Monde. En même temps, on lui propose le PSG, on lui propose beaucoup d'argent. Attention, c'est pas l'argument principal parce que j'entends déjà dire oui, mais il va toucher un chèque mirobolant. Je vous assure, c'est un chèque qu'il aurait touché dans un autre club aussi. C'est clair. Mais on va lui proposer un projet sportif ahurissant. Alors, un beau chèque, un projet sportif ahurissant. Entraîner Mbappé, Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, dans un confort de vie à Paris qui va être assez agréable. Et je pense avec un club qui lui a accordé à peu près tout ce qu'il voulait. Un staff enrichi, les adjoints qui désirent. Excuse-moi, c'est vrai la rumeur de Makelele, entraîneur adjoint? Alors, j'ai pas d'infos, mais ça serait crédible. Ce serait crédible. Les deux ont été a priori aperçus à Doha ensemble. Donc, du côté de Santiago Bernabéu, ça va être très apprécié après l'épisode Mbappé. Si ils sont contents de récupérer Zidane, ils récupèrent Makelele en plus. C'est surtout à Marseille que c'est pas très apprécié. Là, on voit tous les politiques des Bouches-du-Rhône qui soudain se proclament pro-Zidane et surtout inventent une histoire marseillaise à Zidane. Tiens, comme si Zidane avait porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais non, en fait, il faut peut-être leur apprendre à ces gens-là. Certes, Zidane est né à Marseille, c'est un enfant de Marseille, mais Zidane n'a jamais porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Son histoire avec l'OM est néante, elle n'existe pas. Alors, je sais que ça fait mal à beaucoup de Marseillais, et c'est normal parce que c'est un enfant de Marseille, mais Zidane n'a jamais porté les couleurs de Marseille, il faut s'y résoudre. C'est une récupération qui est assez idiote et qui n'a pas lieu d'être. Je lis le tweet là à l'instant d'un sénateur des Bouches-du-Rhône, il s'appelle Jérémy Bacchi, qui écrit « Quelle tristesse de voir que l'argent peut tout acheter, y compris les passions d'un homme, mais malgré tout cet argent, le Qatar et le PSG ne pourront jamais s'acheter l'âme d'un grand club. » Là, c'est sûr que ça remue dans la politique française. C'est fait, il va signer au PSG a priori ce week-end, Zizou. Alors attention, on est à 80%, c'est pas encore fait. Il y a une donnée qui pourrait faire capoter la donne. C'est que Zidane, on le sait, est très attaché à son image. Il est très très attaché à son image. Et s'il voit qu'en France, ça prend des proportions démesurées, qu'il y a une campagne dans le sud de la France pour ne pas qu'ils viennent, que vraiment ça va loin, on a déjà vu même des familles de joueurs ou d'entraîneurs menacés, etc. Il pourrait se dire, oula, attendez, je vais pas mettre toute ma réputation en danger pour signer. Je trouverais ça dommage parce que ce serait une super nouvelle pour la Ligue 1 et pour que Zidane et pour le foot français que Zidane vienne en France. D'ailleurs, il y a eu une intervention, ça c'est ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il y a eu une intervention d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy pour aider à ce que le deal se fasse. Ah oui, effectivement, deux anciens, enfin un actuel président de la République, un ancien président de la République. Voilà. Il manque plus que François Hollande et il y a les 3 derniers présidents encore vivants. Exactement. Il aime le football aussi, qui vont intervenir. Vraiment une dernière question. Zizou, pour entraîner le PSG, ça fera baisser certainement l'ego de certaines stars, parce qu'en termes de palmarès, il n'y a aucune star du PSG qui a le palmarès de Zidane. Ah mais c'est l'un des effets escomptés, c'est de presque ressusciter certains. Et je ne visais pas Mbappé, hein. Quand je visais les stars, j'ai d'autres idées, tu vois lesquelles? Un Brésilien, un Argentin, par exemple, je dis ça. Voilà, un qui s'appelle Lionel et l'autre s'appelle Neymar. L'Argentin, je ne me faisais pas trop de soucis, mais le Brésilien, en effet, c'est clair que je pense qu'on peut avoir affaire à un autre joueur. Tant Neymar sous Zidane, ça peut donner quelque chose d'assez beau. D'autres joueurs aussi qui ne jouaient plus, qui étaient démotivés, etc., qui pourraient se donner à 1000% pour être coachés par un entraîneur comme Zidane. C'est l'un des effets escomptés. Évidemment, on attend beaucoup en cas de signature de Zidane de voir à quoi va ressembler le visage de cette équipe. Eh bien écoute, on va suivre ça ce week-end. Mon cher Clément, tu aimes le rugby? Je m'intéresse au rugby. Parce qu'on va faire gagner là un pack avec un ballon et un maillot, ma langue a fourché entre les deux, du Stade Toulousain. Tiens, donne-nous un chiffre entre 1 et 10.
Le 7. Le 7, tiens, ça c'est un numéro de 3e ligne au rugby ou d'ailier droit à l'époque au football. Tiens, c'est le numéro de Kylian Mbappé. Il doit y avoir une relation de cause à effet. Allez, le 7e appel au 0826 300 300 gagne un pack avec un ballon et un maillot du Stade Toulousain. Merci à toi Clément Pernia, auteur de La République du foot, publié chez Amphora, coécrit avec Jean-Baptiste Guégan. Tout de suite, on retrouve Philippe Spanghero pour les vraies voix du rugby. Sud Radio Sport. Après le football, l'Ovalie, le ballon ovale, le rugby, week-end de triple barrage avec 2 barrages pour atteindre les demi-finales du top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais et l'UBB et le Racing 92 et le barrage pour la montée en top 14 ou la descente en Pro D2 entre le Stade Montois et l'USAP. Nous sommes en compagnie de Philippe Spanghero, consultant Sud Radio. Salut Philippe. Salut Philippe, bonsoir à tous. Content de t'avoir à nouveau dans les vraies voix du sport. Ce sera à partir de 20h, mais coup d'envoi à 21h demain. Stade Toulousain, Stade Rochelais. La revanche des finales de l'an dernier. Finale de Grande Coupe d'Europe, finale de Top 14. Les 2 remportés par les Rouges et Noirs. Énorme match en perspective, Philippe. Ouais, énorme match en perspective avec 2 équipes qui se retrouvent quand même bizarrement en barrage, en étant, comme tu le disais, les 2 derniers finalistes du Top 14 et de la Coupe d'Europe. Ils auraient pu prétendre à la qualification directe, mais il y a eu 2 scénarios assez différents côté toulousain, d'abord avec cette période internationale du tournoi qui a fait mal à ces Toulousains qui ont laissé beaucoup de points en route en championnat pendant l'absence des internationaux. La Rochelle, dans un contexte un peu différent, qui a laissé passer beaucoup plus de points en route en début de saison, avec un début de saison très poussif, avec une première défaite à domicile d'entrée dès la première journée contre le Stade Toulousain, justement. Donc, deux scénarios assez différents pour ces 2 équipes tout au long de la saison, qui se retrouvent en barrage, mais La Rochelle a accroché sa place en barrage la semaine dernière au Loup, en ayant en plus réussi à faire tourner son effectif et à faire reposer les joueurs qui ont joué et gagné cette finale de Coupe d'Europe. Donc là, en termes de duel et de densité, on sera servi demain du côté d'Ernest Vallon. Alors justement, pour le Stade Rochelais, c'est quelque part les espoirs d'un doublé historique, puisqu'ils ont quand même remporté la Grande Coupe d'Europe il y a 15 jours, lors d'un match d'anthologie contre Leinster. Et pour le Stade Toulousain, c'est l'espoir de ne pas finir sur une saison blanche. Enjeu énorme pour les 2 équipes, peut-être même encore plus grand pour le Stade Toulousain, non ? Oui, plus grand pour le Stade Toulousain. La Rochelle a déjà un titre. On sait à quel point c'est difficile de faire le doublé, à quel point c'est exigeant et très peu de clubs français l'ont réussi à relever ce challenge. Et ceux qui y sont parvenus avaient des équipes quand même incroyables. Le Stade Toulousain l'an dernier. Le Stade Toulousain l'an dernier, il y avait, je crois, juste le RCT avant eux, c'est tout. Oui, je crois que c'était 2015 RCT. Non, je sais. Ouais, je crois que le 2014. 2014. C'est la deuxième, la victoire de la deuxième finale contre Castres avec ce titre européen. Donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est clair que la pression, elle est plus sur les épaules toulousaines qui reçoivent d'abord. Et qui, eux, en effet, ont perdu déjà un premier titre à défendre en Coupe d'Europe et qui ont ce dernier titre de champion de France à défendre. Donc, on sait qu'en effet, côté toulousain, en plus, à quel point la culture de la gagne est importante. Et puis, surtout, ils reçoivent La Rochelle, sur qui ils ont une domination psychologique au moins assez importante, puisque sur les 5 dernières rencontres, La Rochelle ne l'a jamais emporté contre le Stade Toulousain. Donc il y a quand même une stat qui est quand même particulière entre ces 2 équipes, très déséquilibrée sur le papier. Donc est-ce que La Rochelle fait un complexe d'infériorité face au Stade Toulousain? On le verra demain. Peut-être que la donne a complètement changé avec ce titre européen et que ça a débloqué certaines choses dans les têtes rochelaises, parce que c'est une équipe qui se structurait très très bien mais qui manquait de titres. Cette équipe, elle a grandi, elle a fait 2 finales l'année dernière sans en remporter une. Elle a remporté sa première cette année, donc l'expérience s'est accumulée du côté rochelais. Avec l'euphorie de cette dynamique de fin de saison, les Toulousains sont quand même en danger demain à Ernest Vallon. Qui est le favori pour toi et quelle est la clé du match? Le favori pour moi, ça reste le Stade Toulousain, je le disais, parce qu'il y a cette stat qui est quand même particulière entre ces 2 équipes. Il y a le fait, je le répète, que c'est très difficile
malgré le fait que les finalistes aient pu un peu récupérer le week-end dernier, mais de rebondir, de se remobiliser avec la même exigence après le Graal, de toucher du doigt comme ça en Coupe d'Europe. Donc je mets une pièce pour le Stade Toulousain. Mais la clé du match, ce sera, comme toutes ces rencontres de phase finale, la bagarre des rucks. Être capable d'empêcher l'adversaire de jouer, de déployer son jeu, particulièrement pour les Rochelais, parce qu'on sait que dès que les Toulousains arrivent à accélérer, à mettre du rythme, c'est très compliqué. Et être extrêmement réaliste dans ces temps forts. Pour concrétiser ces temps forts, on sait que l'ouvreur, particulièrement Rochelais, alterne le bon et le moins bon dans les tirs au but. Il a pénalisé son équipe quelques fois. Il a été au rendez-vous en finale de Coupe d'Europe. 100%. Mais il faudra en effet être extrêmement réaliste d'un côté ou de l'autre, parce que les occasions seront rares. On va avoir demain soir 2 très grosses défenses, 2 équipes disciplinées qui se mettent peu à la faute. Donc le peu d'occasions que les équipes auront, il faudra réussir à les mettre au fond. Alors justement, l'autre barrage, UBB Racing 92, est-ce que c'est pas le Racing qui est favori quand on voit la dynamique des 2 équipes? Le Racing qui a sauvé sa tête sur le fil contre Toulon. C'est difficile à dire, parce que les dynamiques dans ce match, elles sont moyennes des 2 côtés. C'est-à-dire qu'on a l'UBB qui prétendait jusqu'au bout aux demi-finales directes, mais qui s'est écroulé depuis 3 mois maintenant en championnat. Ça correspond avec la période d'indisponibilité de leur maître à jouer, Jalibert, qui est revenu il y a seulement 2 matchs. Donc malgré ça, on voit que Jalibert pèse peut-être un peu moins qu'avant sa blessure, puisque l'UBB est allé perdre à Perpignan ce week-end en dernier match de phase régulière. Oui. Et du côté du Racing, en effet, on a arraché une victoire importante au mental contre Toulon le week-end dernier, mais on s'est fait peur. Et je trouve cette équipe du Racing assez fébrile cette saison, qui a couru toute l'année derrière un match référence en réalité. C'est un peu le cas de l'UBB aussi. On a vu des équipes faire des très grosses mi-temps et puis s'écrouler en deuxième période. Ça a été assez similaire pour moi, pour ces 2 équipes tout au long de la saison. Il y a eu des bribes, des éclairs qui nous ont fait dire que voilà, on avait retrouvé les collectifs de la saison dernière. Et puis derrière, il y avait une contre-performance. Donc je suis sceptique sur les dynamiques. En effet, le Racing a gagné, Bordeaux a perdu, mais néanmoins quand même sur les 2-3 derniers mois, il n'y a pas grand-chose pour se rassurer et être serein par rapport à son niveau de jeu. Alors justement, tiens, est-ce que tu imaginerais rapidement un destin digne du Castres Olympique 2018 pour le Racing? Il arrache in extremis la 6e place et il prend le Brennus quelques semaines après. Sur le papier, ils en ont les moyens. Après, voilà, Castres pour moi cette année-là avait des matchs références, avait beaucoup de certitude à domicile. Il y avait autre chose collectivement pour aller chercher ce titre. Là, le Racing cette année, on sent vraiment que c'est une année de transition. On a cherché un peu les leaders du côté du Racing cette année. On sent que même sur la scène européenne, parce que c'est une compétition qui réussit toujours bien au Racing, qui a une équipe calibrée pour cette compétition. Elle a été en demi-teinte cette année parce qu'en effet, il tombe en demi-finale contre La Rochelle, le champion, mais avec un match vraiment très très loin de ce qu'on peut attendre du niveau d'une équipe demi-finaliste en termes de fébrilité. Donc, en effet, tout est possible. On remet les compteurs à zéro et c'est la beauté de cette formule. Mais malgré tout, pour moi, le Racing manque quand même de sérénité cette année pour se remobiliser et aller jusqu'à chercher un titre. Ton favori dans ce 2e barrage? Mon favori, ça va être pour moi quand même l'UBB à domicile. UBB à domicile. On va parler du match de barrage dimanche 17h45 à André et Guy Boniface, Stade Montois USAP. Comment se remet-on de l'échec subi par le Stade Montois face à l'Aviron Bayonnais qui leur a mis 49-6 en finale de Pro D2 alors qu'ils ont dominé la Pro D2 depuis le début de la saison? On s'en remet difficilement, pas tant sur l'échec en lui-même, parce que mourir en finale, c'est louable, mais par rapport à la prestation,
ça amène beaucoup d'interrogations quand même. On a vu à quel point le Stade Montois avait été capable de dominer ce championnat tout au long de la saison. C'est un championnat très long, très exigeant, qui laisse pas droit à l'erreur parce que il y a très peu de possibilités de faire tourner, parce que c'est un championnat très dense où le niveau des équipes est très très resserré. Donc la saison du Stade Montois, elle est admirable, mais clairement Bayonne a sorti son match référence en finale. On avait vu sentait le potentiel de cette équipe bayonnaise toute l'année. Et ben ils ont fait le match au bon moment, le match qu'il fallait au bon moment, avec un effectif qui était quand même calibré pour le top 14. Donc c'était quand même très différent pour moi en termes de niveau. Ça a été flagrant sur cette finale. Et donc c'est difficile parce que ça casse un peu toutes les certitudes accumulées pendant la phase régulière. C'est vrai. Et puis surtout il y a le physique et le mental. Voilà, cette équipe en plus pour moi, elle est pas assez solide pour réussir demain à figurer en top 14. Oui. Donc c'est quand même très particulier parce que on a toujours l'impression qu'il y a un écart de niveau important entre le top 14 et la Pro D2 quand on voit ces deux championnats séparément. Mais depuis que cette formule existe, c'est toujours les équipes de Pro D2 qui l'ont remporté. Absolument. Et ton favori justement ? Mon favori là, c'est l'USAP assez largement. Je trouve que c'est assez cruel pour eux de se retrouver à cette plage de barragistes. Oui, surtout ils ont encore fait un match énorme. Ils ont encore fait un match très plein la semaine dernière en recevant l'UBB et en faisant le taf. Merci à toi Philippe, on a fait un heureux. Bonsoir Thierry de Nayoux. Oui, bonsoir. Vous avez été le 7e à appeler 0826 300 300. Vous avez gagné un ballon et un maillot du Stade Toulousain. Le week-end commence bien. Ah oui, très très bien, c'est fabuleux. Supporter du Stade ? À fond, oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, allez le Stade. On doit rendre l'antenne pour tout de suite Louis Bertignac, qui est l'invité d'Yvan Cujus dans le Loft Music. Merci Philippe Spanghero. À tout de suite.